Mes héros du Tour par Éric Fotorino. Remontant le sentier de la gloire cycliste, c'est du fier Castillan émigré à Mont-de-Marsan que je voudrais d'abord parler. Luis Ocaña, avec son dos arrondi de Chaquifeul, son air racé de torero, fines attaches, sang écumant dans les veines, regard noir porté vers les sommets, qui avait baptisé son chien Merckx pour le plaisir de pouvoir lui crier au pied. Depuis les champions du Tour, il est le seul qui m'ait fait pleurer. C'était pendant le Tour 1971. Un Tour pour lui, il dominait la tête et les manivelles, de chaque fibre de ses muscles secs et nerveux. Dans les Alpes, à l'approche d'Orsières-Merlette, disons Sorcières-Merlette, il avait déclenché une de ces offensives qui vous projettent directement dans l'histoire. L'ogre Eddy, le cannibale, l'insatiable belge, avait vu disparaître impuissant le maillot orange du leader de l'équipe BIC. Chaque minute de perdu, c'était un fil de son précieux maillot jaune qui s'arrachait de sa peau. Ocaña appuyait. Il volait avant lui tous les grimpeurs de la légende des cycles, et d'abord Federico Boamontes, l'aigle de Tolède, victorieux de la grande boucle 1959. L'Espagne poussait sa corne jusque dans les Alpes, aurait chanté Nougaro. Écogne, Ocaña, tandis que les épaules de Merckx roulaient, tanguaient. Pour la première fois, il allait s'enliser dans le bitume liquéfié par ce même soleil qui avait tué Samson en juillet 1967. Tous les grimpeurs de l'Olympe, Ramontes, je l'ai dit, mais aussi Charlie Gaulle, qui n'aimait rien tant que la pluie pour décoller, ou encore Jiménez, ou Fausto Scoppi, ou Bartali, toutes ces ombres portées par les pentes du Tour se retrouvaient dans chaque coup de pédale diablement puissant, terriblement cruel, par lequel Luis devenait non seulement un grand d'Espagne, mais un grand tout court. Le Montois, à l'accent ibère, prit la tunique sans coup férir, une belle feria en vérité, avec un Belge estoqué, saigné au flanc, qui ne s'avouait pas vaincu. Dès le lendemain, la course basculant des sommets vers les plaines, le champion déchu descendit à tombeau ouvert, faisant vivre au peloton, à son leader tout neuf, à ses suiveurs ensommeillés, le plus cauchemardesque des départs. Merckx, blessé, était un danger public, écrasant sa bécane pour rouler encore plus vite. Semant en route les motards apeurés, il resta 200 km les pieds au plancher, ne reprenant à l'arrivée qu'une misérable petite minute à l'impérial Luis, qui avait mieux que limité les dégâts, transporté par sa précieuse tunique, qui serait de Nessus sous le ciel bleu des Alpes. Le Tour était fini, Merckx allait perdre. Un vent de panique s'était abattu. Merckx perdre? Comme à la mort de Staline, on s'interrogeait, qui oserait le lui dire? Vinrent les Pyrénées, leurs tourmalets, leurs cols de Mentée, leurs nuages, leurs orages. Toute l'Espagne avait traversé la frontière pour encourager Luis, couvert d'or et bientôt de sang. Car il y aurait du sang et une odeur de mort, une ambiance d'arène dans l'après-midi, côté ombre, côté sombre. Dans la descente du cours de Mentée, Ocaña est aux avant-postes. Ses muscles répondent parfaitement, pas ses freins. Dans un virage en épingle de ceux qui vous précipitent dans le ravin, pour peu que la chaussée glisse, et elle glissait plus qu'une savonnette, il tomba lourdement. La pluie redoublait, l'orage grondait, des éclairs tenaient lieu de flash aux reporters médusés qui non assistaient une personne en danger, un champion en charpie. Il se fit mal, mais il remonta sur sa bécane, car le jaune dominait encore sur son torse, et il était fier et courageux. Ce noir passé, je le vis encore au présent. Finalement, des spectateurs ont aidé Ocaña à se tenir sur sa selle. Il repart. Il ne repartira jamais. Lancé dans la purée de pois, sous des trompes d'eau, le Portugais Joaquim Agostinho, qui se tuera des années plus tard en percutant un camion, Joaquim, la bonne patte des coureurs, le plus timide, lourd et chaud comme un torero de fuego, un taureau bravo, Joaquim percute Luis, perfore ses côtes. Luis est perdu, il s'évanouit. Ses rêves d'envol passent désormais par les pales d'un hélicoptère. L'Espagne pleure, la France aussi. Merckx, le lendemain, refusera de porter le maillot jaune. Noblesse toute espagnole. 2 ans plus tard, Ocaña gagnera un beau tour, mais Merckx n'avait pas pris le départ,
comme si par pudeur il ne voulait être le témoin des noces d'Ocaña avec la grande boucle. L'homme qui mit fin au règne du cannibale s'appelait Bernard Thévenet. Il fut l'autre héros de mon enfance. Bourguignon, menton volontaire, tête de têtu, grimpeur, puncher. Sous son maillot Peugeot à damier, il avait des jolis pions dans ses mains et dans son jeu de jambes. Muscles noueux comme cep des côtes de nuit, question côte il en connaissait un rayon, n'avait-il pas triomphé une année dans le Tourmalet, quelques jours seulement après une chute qui l'avait laissé inconscient, se demandant ce qu'il faisait sur son vélo. Il avait porté le maillot tricolore, il lui fallait maintenant un maillot jaune. Ce fut en 1975, toujours dans ces Alpes, dont Merckx avait fini par se méfier, dans l'étape de Pralou, le cannibale portait beau son paletot de jonquille. Il dominait, tant qu'avec son panache habituel, il s'était détaché. Derrière lui chassait Félix, le grand Gimondi, vainqueur du Tour 1966, un de ces champions qui aurait dû maudire le nom de Merckx, tant le Belge lui vola nombre de victoires. Combien de tours aurait gagné Félix sans cet insatiable? Derrière Thévenet souffrait Lucile mais distancée. Puis l'écart se stabilisa, il faisait très chaud, les chromes des pare-chocs brillaient loin devant, là où Merckx accomplissait sa fantastique chevauchée, comme au temps de ses 25 ans, lorsqu'il éparpillait le peloton comme les perles d'un collier brisé. Soudain, Thévenet rattrapera Gimondi, le sema. Restait le jaune loin devant. Thévenet était de mieux en mieux. Merckx marquait le pas insensiblement. Dans un long faux plat, la caméra de la moto de tête le montra même à l'ouvrage, dodelinant, soudain collé au bitume. Et Thévenet fondait sur lui, entre deux lignes de spectateurs, formant déjà une haie d'honneur. On en perdait son souffle devant notre téléviseur. La route était étroite, mais deux coureurs pouvaient s'y tenir côte à côte. On revit un instant le mano à mano Anctil Poulidor de 1964 au sommet du Puy-de-Dôme, le grand bluff d'Anctil. Mais là, pas de bluff, pas de round d'observation. Thévenet bondit sur la gauche, dépassa Merckx en trombe, sans lui faire l'aumône d'un regard. Il lui prit 5 mètres, 10 mètres, 50, il lui prit toute sa vie d'un coup, le laissa terrassé, impuissant, vaincu. Ocaña, Thévenet et bien sûr Merckx, voici ma sainte trinité cycliste, les dieux de mes 15 ans. Je ne pédale jamais sans me prendre pour l'un ou l'autre et parfois, dans mes bons jours, pour les trois à la fois. Extrait de Challenge, 2 juillet 2009.